Moi, c'est Steven, je suis consultant en communication et relations publiques. Bienvenue dans le podcast Comment Talk. Donc, c'est le rendez-vous mensuel où on va parler communication au sens large, avec une approche simple, du concret, du terrain et surtout des retours d'expérience. Le concept, un invité, un sujet, une réalité. Donc, à chaque épisode, on prend un angle précis. On met les choses à plat, on va droit au but, ce qui marche, ce qui bloque et surtout ce qu'on ferait autrement. Donc, c'est parti. Vous tapez votre nom sur Google et vous voyez un avis négatif, ou encore pire, vous êtes sur TikTok et vous regardez une vidéo peu flatteuse à l'encontre de votre marque. Donc, est-ce qu'on peut encore contrôler sa réputation ou est-ce que c'est terminé? Donc, avec notamment les réseaux sociaux, les groupes privés, les forums, les avis clients, mais plus récemment l'IA et le GIO, voilà, on a l'impression que tout peut basculer, en tout cas en un claquement de doigts. Donc c'est pour ça qu'on a Mathieu aujourd'hui, et Mathieu qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair, justement sur la réputation en ligne. Alors Mathieu, tu es expert social media, donc avec plus de 10 ans d'expérience en communication, notamment chez l'annonceur, et plus récemment, tu dirigeais le pôle social media de l'agence Eliette, Ouais. qui est l'agence de communication intégrée du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Exactement. Et depuis 3 ans, je travaille en tant qu'indépendant, où en fait j'accompagne des entreprises sur toute leur communication, donc vraiment de la com 360, et avec un gros focus sur la partie réseaux sociaux. Bon Mathieu, c'est le principe du podcast que l'invité nous fasse part de sa réalité et surtout sans tabou. Il y a une question qu'on a tous entendue en tant que communicant, tu l'es aussi, le fameux, la communication, on sait faire, tout le monde sait faire. Toi, sur le sujet en tout cas de la e-réputation, quelle est la phrase que tu peux entendre et qui te fait grincer les dents aussi? C'est une phrase que j'entends encore trop souvent et qui est directement liée à notre sujet. C'est quand un client va me voir ou une marque et elle te dit on veut contrôler notre image. Aujourd'hui, contrôler, c'est devenu un mythe, c'est clairement utopique. Tu peux piloter, tu peux surveiller, tu peux corriger ton image, mais la contrôler à 100%, c'est juste pas possible. Encore plus aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. C'est ça, avec les réseaux sociaux, il y a un changement quand même. Il y a un gros changement qui s'effectue, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plein d'éléments que la marque contrôle encore aujourd'hui, et ça c'est normal. Elle va contrôler qui elle est, son ADN, ses valeurs, elle va contrôler son identité visuelle, elle va contrôler plein de choses qui lui sont propres. Maintenant, sa réputation et son image, elle se co-construit aujourd'hui avec ses publics, donc encore plus à l'heure des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, fonctionnent sur une interprétation collective. Donc on est d'accord qu'on ne peut plus contrôler son image, enfin surtout cette pas phrase pas en tout entièrement en tout cas. Alors oui, la marque contrôle une partie de son image, elle produit le message et là elle a la main dessus sur le message. Par contre, l'interprétation qui est faite du message, c'est le public qui l'a qui la donne. Donc on est d'accord qu'il y a un glissement surtout avec les réseaux sociaux, parce que là on parle des réseaux sociaux un peu plus. Tout est commenté en temps réel, les marques n'ont plus le monopole en tout cas du récit. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce schéma de la marque dit quelque chose et le public écoute et ça s'arrête là. On est aujourd'hui vraiment dans un schéma de co-construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir comment je verrouille ou contrôle ma marque, c'est comment je pilote la perception. Ah non, justement, ça fait sens ce que tu dis. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Moi, c'est mon avis. Mais au travers de mes expériences passées, même actuelles, cette façon de penser, justement, oui, on veut contrôler notre image. Moi, je trouve que c'est majoritairement chez des personnes ou des directions qui ont grandi avec cette façon très ancienne école, en tout cas, de gestion de l'image, de la réputation. On contrôle un message, point. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que t'en penses? On est aujourd'hui vraiment dans un schéma de co-construction. Et tu as des personnes aujourd'hui, peut-être nouvelle génération, en fait, qui sont nées dans ce schéma-là. Et c'est hyper naturel pour elles, en fait, de se dire que, on diffuse un message et le public réagit. Donc, en fait, c'est à la fois générationnel, mais parce que c'est structurel aussi. C'est-à-dire que les entreprises, peut-être, ne sont plus structurées pareil. Et au-delà du facteur générationnel, tu as aussi le facteur, je pense, un peu émotionnel. C'est-à-dire que le moment où tu te dis que tu n'as pas la main sur tout et qu'il y a un peu une partie qui n'est pas sous contrôle, forcément, le côté émotionnel prend le dessus et ça génère un peu de la peur. Parce que le côté inconnu, oui. Le côté inconnu, tu ne sais pas comment le public va réagir. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il suffit d'un mot mal compris, d'une phrase déplacée, d'une situation un peu compliquée pour que ça devienne viral et que ça fasse effet boule de neige. Donc effectivement, je dirais il y a le côté générationnel, structurel, mais surtout émotionnel aussi. On a parlé de ta première phrase, donc on veut contrôler son image. Là, c'est quoi la deuxième phrase que tu peux avoir, toujours sur la thématique de la réputation? On va faire un post ou une communication pour régler le problème. Tous vu ça. Dans l'esprit de n'importe quel problème peut se régler avec un simple post ou un simple message. C'est pas toujours le cas. Sauf que là, on n'est pas dans le... Non, c'est clair. Et là, on n'est pas dans le message publicitaire. Alors, des fois, ça peut être suffisant. Il y a ça dépend des situations. Mais aujourd'hui, globalement, régler un problème de réputation ou un problème, je sais pas, une critique, un bad buzz avec une communication officielle, ça ne marche plus. Le public n'est pas dupe.
dupe. Aujourd'hui, la réputation, c'est une accumulation de preuves. Et qu'est-ce que justement, c'est très bien ce que tu dis. C'est quoi ce qui est important pour eux? Parce que tu parles d'accumulation de preuves. En fait, le public regarde tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la marque peut pas se cacher. Donc, s'il y a un écart, en fait, le public va regarder s'il y a un écart entre le discours de la marque officielle et la réalité. Les avis, les commentaires, ce qui se dégage, les clients vont discuter entre eux. Donc c'est là où en fait ils vont pouvoir voir finalement si une marque est transparente et honnête ou surtout, si finalement c'est un coup de com' et que derrière la réalité est tout autre, quoi. Ouais, non mais t'as dit le bon mot, je pense, surtout à l'heure actuelle, l'honnêteté. Et je pense c'est ce qui ne pardonne pas en tout cas, quand c'est pas le cas de la part d'une marque, quand les actions ne sont pas en cohérence avec justement le positionnement, le discours global d'une marque. Est-ce que tu as des exemples de décalage qu'on peut constater? En fait, tu as plein de sujets comme ça qui sont récurrents. Ça peut aller du petit sujet du type, ce que je disais tout à l'heure, une marque qui prend un SAV hyper performant et derrière, tu te rends compte que finalement, les clients, quand il y a un problème, ils n'ont aucune réponse. Ça arrive souvent. Ça, c'est le genre de sujet qui arrive souvent. Et en plus, aujourd'hui, un client ne perd pas de temps à appeler le SAV, il poste directement un message. Et surtout un avis négatif sur Google. Oui, ou sur importe, X ou sur d'autres réseaux, justement pour dire je suis hyper insatisfait, machin. Ouais, donc ça, c'est un peu les petits sujets, on va dire. Très gentil. Généralement, c'est pas ce que je vois. C'est un peu les sujets quotidiens. Après, tu as des sujets beaucoup plus lourds et qui sont récurrents et des entreprises sur lesquelles elles se sont fait taper sur les doigts, quoi. Moi, ce qui me vient directement à l'esprit, c'est surtout dès que ça touche à l'humain, dès qu'on va être sur un sujet très diversité et inclusion, dès qu'on va être sur du juridique, des marques qui vont se positionner sur nos produits sont conçus de façon éco-friendly, en tout cas, avec beaucoup de principes, beaucoup de réglementations, et que derrière, en fait, pas du tout. C'est exactement ce que tu dis. La partie, par exemple, greenwashing, on va être justement sur un écart au niveau, par exemple, les valeurs de la marque, le discours qu'elle tient et la réalité. Au final, quand on gratte, on se rend compte qu'il n'y a pas de preuves, pas de chiffres, on ne sait pas vraiment ce qu'elle a fait, il n'y a aucune action finalement qui a été mise en place. Donc ça, c'est des sujets quand même qui sont hyper récurrents et pour lesquels les internautes et les consommateurs sont de plus en plus éduqués. Donc ils savent repérer vraiment cette espèce d'écart qu'il y a. Et comme tu le disais, il y a aussi des sujets de type un peu employeur, et ça on l'a vu plein de fois. Tu as le discours de la marque employeur qui est ultra bien travaillé, ultra chiadé et tout. Et au final, quand tu vas aller voir du côté de Glassdoor ou même sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, c'est la désillusion, et tu te rends compte que finalement les anciens collaborateurs ou même les collaborateurs actuels ont une autre version de la réalité. Donc c'est là où justement il y a un vrai écart. Qu'est-ce que selon toi les marques n'ont pas intégré en tout cas avec les réseaux sociaux, avec tous ces changements et ces impacts qu'il peut y avoir? En fait, ce qu'elles ont encore du mal à intégrer aujourd'hui, c'est que les règles du jeu ont changé. C'est-à-dire qu'avant, quand tu avais un problème de réputation ou un bad buzz ou une crise, la réponse qui était apportée, elle était très verticale. C'est-à-dire que tu avais ta crise, tu avais une décision qui était prise en interne. Tu publiais un communiqué et hop, le sujet s'éteignait progressivement. Donc c'était vraiment une gestion très descendante de la communication. Très à huis clos. Très fermée, très verrouillée. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, une réputation, une crise, il ne suffit pas d'un message, d'une communication officielle. La crise ou la réputation va se traverser dans le temps, et c'est justement cette accumulation de preuves de la part de la marque qui va faire que petit à petit elle va regagner la confiance du public et qu'elle va pouvoir éteindre le sujet qui pose problème. Pour toi, est-ce qu'il y a un point justement de bascule d'une situation gérable à une crise ouverte, plus ou moins, ou vraiment qui prend de l'ampleur, effet boule de neige, tu l'as dit tout à l'heure? Est-ce que tu as un exemple concret? L'exemple qui va parler à plein de monde et qui est assez récent, c'était en 2025, c'est le cas de Body Minute. Je vais juste recentrer, parce que Body Minute, peut-être tout le monde n'y a pas assisté, et c'est vrai que Body Minute, c'était une situation qui a pris de l'ampleur. Initialement, donc une influenceuse, pour la mentionner, Lauren Levy, a fait une vidéo suite à une mauvaise expérience, en tout cas, dans l'un des instituts Body Minute, et a décidé de faire une vidéo, donc qui a ensuite été relayée. Et ça a pris de l'ampleur avec réaction de la marque. Et justement, on va en parler à l'instant de cette réaction de la marque. Donc, dans le cas de Body Minute, des contenus comme celui de Lorraine, en fait, qui critique une marque, il y en a plein. T'en as tous les jours. Les marques gèrent ça au quotidien. Enfin, quelque part, il n'y a aucun souci. Et ce qui est fou, c'est qu'en plus, quand elle avait fait ce contenu, il était passé complètement inaperçu. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un contenu lambda. 3 mois plus tard, la marque ressort le contenu en mode on est hyper vexé, machin. Et en fait, c'est la réponse de la marque, en fait, le positionnement de la marque sur cette crise, enfin sur cette critique, qui a provoqué
provoquer la crise, en fait. C'est-à-dire que le sujet, en fait, la crise n'est plus sur la critique initiale, mais sur la façon dont la marque a réagi. C'est vraiment un cas d'école, c'est un exemple parfait qui montre qu'aujourd'hui, c'est pas toujours, en fait, la critique de départ qui est jugée, en fait, c'est plutôt la réponse de la marque. C'est vraiment scénario Netflix et tout, donc... c'est vrai que c'était assez ubuesque quand même comme situation. Ouais. Va rattraper ça quand... alors, je sais pas si c'était un positionnement assumé de la marque, et dans ce cas-là, bon, c'est assumé, bien, mais franchement, voilà. Ou si vraiment, et je pense que c'est plus ça, je pense que la marque a réagi... c'était de l'émotionnel mélangé, une réaction à chaud. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien qui était préparé à l'avance. À un moment donné, ce contenu avait fait très peu de vues. Oui, en plus. Mais en fait, dans ce cas-là, tu es la marque, tu dis, t'as mieux quelque part. Voilà, on va pas surenchérir. Et là, en plus, tu t'attaques à une créatrice de contenu qui a quand même une communauté. T'as intérêt à avoir préparé ton argumentaire, quoi. Donc c'est vrai que Body Minute, c'est un exemple typique de ce qu'une marque peut faire de la mauvaise façon. De la mauvaise façon, c'est-à-dire ou pas de la meilleure façon en tout cas. Il n'y a pas de réponse parfaite, mais là, on est quand même dans un extrême de tout ce qu'il ne fallait pas faire, quoi. À l'heure actuelle, tout est commenté, surtout en ligne. C'est une sorte de tribunal numérique. Les marques sont vraiment exposées de façon claire et transparente. Là, je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Et en termes de réputation, quelles sont les étapes pour la piloter concrètement, selon toi, à l'heure actuelle ? En fait, t'as plein de façons de piloter ta réputation, t'as plein d'étapes, mais t'as quand même un socle qui est un peu commun. Et des fois, c'est là où ça pêche un peu. Et la première étape, c'est déjà, tu mets en place une gouvernance claire. Qui observe, qui commente, qui décide, en combien de temps, à partir de quel seuil on escalade face à un problème. Donc avoir une vue d'ensemble. Avoir une vue d'ensemble, mais c'est presque un peu ton manuel que t'as sous la main en cas de crise. Et ce qui est très drôle, parce que ça fait des années que c'est comme ça et que les communicants le disent. Mais par exemple, t'as les grosses boîtes, elles ont des documents de crise, donc et tu as des boîtes peut-être des fois plus petites, que ce soit des TPE ou des PME, elles ont l'impression qu'elles vont être un peu épargnées par des bad buzz ou tu parles de procédures vraiment préétablies en tout cas, comment réagir, etc. Elles vont se mettre à réfléchir à ça à partir du moment où elles vont subir leur première crise. Sauf que là, c'est déjà trop tard parce que du coup, tu es dans le speed, t'as peur, machin, et c'est là où tu prends les mauvaises décisions. C'est sûr. Donc structurer dès le départ une gouvernance claire, c'est un peu vraiment la base pour moi et ça te permet déjà de t'enlever une épine du pied, quoi. Premier point, la vue d'ensemble, qui dit quoi, quand, comment, où, etc. C'est quoi la deuxième étape ? Il faut que la marque aligne son discours avec ce qui est réellement maîtrisable. Une bonne stratégie, c'est pas celle qui promet beaucoup. La bonne stratégie, c'est une marque qui va dire ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas, et ça, c'est perfectible. Ouais. Et ça, on est capable de l'améliorer, ça, on n'est pas capable. Donc en gros, c'est de la franchise. Ouais, voilà, c'est pas de mauvaise, c'est pas de promesses comme ça faites pour séduire le public. C'est vraiment... C'est un état des lieux de dire, voilà, nous on en est là, ok, on n'est pas parfait. Maintenant, ça, on va pouvoir l'améliorer, ça, on ne pourra pas, et voilà. Donc ça, c'est ton deuxième point, ta deuxième étape, c'est contrôler le discours un peu plus. Ta troisième étape. La troisième étape, mais qui est liée aux deux autres et qui est liée en plus aujourd'hui à une com qui est beaucoup faite sur le digital, sur les réseaux sociaux, c'est il faut traiter chaque interaction. C'est-à-dire qu'en fait, je vois trop souvent, et c'est drôle parce que quand je rencontre des clients et je leur dis, à votre avis, c'est quoi le rôle des réseaux sociaux ? Une fois sur deux, va me dire, c'est communiquer sur qui on est, nos produits, nos services. En fait, c'est totalement faux. La base des réseaux sociaux, c'est juste de générer des interactions. Donc la troisième étape, c'est il faut accepter les règles du jeu, c'est-à-dire c'est utile les réseaux sociaux. Par contre, il faut interagir, c'est-à-dire que ta réputation, elle se joue là aussi, c'est-à-dire que il faut réagir, il faut commenter, réagir à un commentaire, il faut répondre à un avis Google, qu'il soit positif, qu'il soit négatif. Le but, c'est vraiment de dire qu'on vous écoute, on est là et on n'est pas juste là pour faire une com descendante, diffuser notre message et vous êtes là pour écouter, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Démontrer que la marque a de l'intérêt en tout cas pour la vie, pour les retours de ses clients, je veux dire de ses consommateurs, de ses façons de faire. Ouais. C'est juste une façon en fait de montrer que elle est là, elle écoute et elle écoute même quand l'avis est négatif ou le commentaire est négatif ou que l'expérience vécue est négative. C'est vrai que les marques à l'heure actuelle sont toutes observées. Un mauvais retour global, elles peuvent pas le mettre sous le tapis, ça c'est sûr. C'est impossible. Impossible. Elles peuvent, mais ça foire. Après, il y a des choses qui sont délicates, c'est-à-dire c'est toujours... j'ai souvent des clients qui me disent « Oh, regarde, t'as vu, on a reçu un commentaire négatif. Ouais. Est-ce qu'on y répond, est-ce qu'on n'y répond pas ?» Faut jauger aussi. En fait, il faut jauger. Ouais. Moi, j'ai toujours été partisan de ne jamais noyer le poisson. On ne peut pas juste dire « je réponds pas et puis ça se verra pas ». Il faut apporter une réponse. Maintenant, il faut choisir ses combats, c'est-à-dire que quand en fait, c'est des commentaires qui
qui n'apporte rien en fait. C'est-à-dire c'est même pas une mauvaise expérience, c'est juste de la haine ou à caractère racial ou autre. Ouais. Bon, là tu supprimes ou tu bannis la personne, mais pour sûr. tout le reste, apporter une réponse tout le temps. Ouais, toujours. Justement, tout le temps. Et personnalisée surtout. Ça c'est le point important, je pense. Il y a un impératif, c'est que les marques remettent l'humain, en tout cas au milieu, je pense, des discussions et des priorités qu'elles ont. Il y en a beaucoup de marques, toujours, et d'entreprises qui ont encore un gros chemin à faire. On parle du public, des retours, de l'interaction, de la proximité, etc. Pour toi, le public, il sanctionne quoi à l'heure actuelle? Plus le déni, plus l'erreur ou autre chose? C'est délicat. Je dirais qu'en premier lieu, aujourd'hui en tout cas, le public va pas forcément sanctionner l'erreur en premier. Alors, il faut temporiser, je pense. Oui, ça ouais. dépend. Enfin, il y a erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des erreurs. Voilà, tu touches à l'éthique, à l'humain, etc. Il y a des erreurs, ça va être compliqué après de rattraper le truc. Mais clairement, on le voit aujourd'hui, le public accepte qu'une marque ne puisse pas être parfaite. Ouais. Oui. Il accepte beaucoup moins une marque qui va être dans le déni. Sur une erreur, sur un problème, sur une mauvaise expérience. Donc quelque part, j'ai envie de dire, une marque sera toujours pardonnée en fonction de l'erreur, si elle a montré un peu sa franchise, son authenticité et sa volonté justement à améliorer les choses, et qu'elle n'a pas pris le public ou les consommateurs pour des idiots. On a fait une partie un peu plus théorie, une partie un peu plus justement pilotage, tes 3 étapes, tes 3 sources réputationnelles, justement, donc les 3 lieux qui font la réputation d'une marque, pour toi. Alors, c'est compliqué. Surtout que ça se fait un petit peu partout, on va le dire, mais pour toi, en tout cas, le top 3. Oui, en fait, là où je regarde vraiment le plus, et c'est peut-être propre à mon métier, mais vraiment, pour moi, le top 1, les réseaux sociaux, ça c'est sûr, ouais. Mais vraiment, la section commentaires. En fait, c'est là où tout se passe en temps réel. C'est-à-dire que les gens prennent la peine de décrire des commentaires. C'est souvent très authentique parce qu'il y a le facteur émotionnel, donc des fois, c'est des réactions à chaud, encore plus quand c'est une mauvaise expérience ou quand ils ont une critique à faire. Ça va du simple petit commentaire, finalement, qui va être isolé, au final, au commentaire qui va transformer en début de débat, et après ça prend des proportions énormes, et c'est là où tu peux regarder ce qui les fait réagir, pourquoi ils sont pas contents, pourquoi ils sont contents. Donc pour moi c'est une vraie source de réputation que d'analyser et de checker quotidiennement en fait la section commentaires des réseaux sociaux, quoi. Donc ta première source c'est vraiment les réseaux sociaux et la section commentaires, là où ça vit, là où ça évolue, là où il y a les interactions du public et des consommateurs. Ta deuxième? Ma deuxième, ça va être tout ce qui est avis client. C'est un peu la mémoire long terme de la marque. C'est des avis qui sont écrits noir sur blanc, qui sont souvent soit très lents, soit très argumentés. Hier, quand on parlait d'avis clients, on pensait de suite à Google ou à des plateformes comme TripAdvisor ou autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large en fait. C'est partout où une personne peut partager son expérience. Donc, effectivement, tu as les avis Google, mais tu as aussi les commentaires dans TikTok, dans Instagram, dans Facebook. Donc, c'est vraiment de façon globale au sein des réseaux sociaux. En fait, il y a une vraie mutation qui s'est opérée. La Gen Z, dont on ne fait pas partie. Ouais. Elle n'utilise plus Google en priorité comme moteur de recherche. En tout cas, pas pour toutes les requêtes. On sait aujourd'hui, par exemple, que un jeune qui cherche un resto va pas forcément taper sur Google, il va chercher plutôt sur TikTok. Ouais. Donc, une fois qu'il est sur la plateforme, il va regarder directement les commentaires, et tu as forcément des personnes qui ont été au restaurant en question et qui vont donner leur avis. Alors, ça, c'est ta deuxième source réputationnelle, et la troisième, c'est quoi? C'est tout ce qui va être les forums, les groupes privés, les plateformes des créateurs de contenu. En fait, c'est tous ces lieux où en fait, la marque n'est peut-être pas présente. Et en fait, ça, c'est hyper important parce qu'une marque a tendance à regarder un peu ses propres réseaux sociaux, les avis, comme on disait. Mais là où c'est hyper important de jauger un peu la notoriété et la réputation d'une marque, c'est d'aller voir là où justement la marque n'est pas au centre de la discussion, quand les discussions sont un peu déplacées ailleurs. Et ça va se jouer sur des forums, sur des groupes privés. On sait en plus aujourd'hui que sur certaines plateformes comme Instagram, les gens sont de plus en plus dans le privé et moins dans le public. Pour ton top 3 de sources réputationnelles, donc on est vraiment sur réseaux sociaux et la partie commentaires. Les avis clients, très important, et bien sûr la dernière partie, forum, groupe privé, et surtout les plateformes de créateurs de contenu. Ça, c'est vraiment ton top 3. Ça vient mettre en lumière, en tout cas, une étude que j'ai pu voir, donc, qui confirme que les avis comptent beaucoup, parce que là, tu parles d'avis, que ce soit sur les réseaux sociaux, même sur des plateformes diverses. Donc là, une enquête, justement, de début 2025 de l'UFC Que Choisir, met en avant qu'une très large majorité des personnes interrogées, donc soit 94% quand même, c'est pas rien, déclarent y porter une attention particulière, aux avis toujours. Et sur ces 94%, on est quand même à 73% de personnes qui reconnaissent que les avis influencent leur décision. Donc il y a un réel pouvoir de décision, je veux dire, avec les avis auxquels on peut
être confronté sur les réseaux, sur les groupes privés, etc. C'est un peu, ça confirme un peu ce que je disais là dans mon top 3, c'est qu'aujourd'hui, les avis clients qu'on trouve partout, c'est vraiment un réflexe de confiance pour les gens. Ça n'a jamais été aussi important. Et il y a encore énormément de marques, et je le vois avec certains clients, en fait, qui sous-estiment les avis ou qui ne les traitent pas de la bonne façon. Je vois encore des avis Google avec des réponses complètement automatisées. Ah oui, alors ça c'est l'horreur, ça, alors, ça peut le faire sur des avis positifs et encore, mais quand tu mets toujours le même message sur un avis négatif et qui ne répond même pas aux qui n'apporte commentaires. rien, en fait, c'est contre-productif. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, alors oui, c'est moins interactif que des commentaires sur les réseaux sociaux, mais il y a une vraie stratégie à adopter avec les avis clients. Aujourd'hui, une marque, elle peut utiliser les avis clients comme un canal de communication au même titre que les réseaux sociaux, pouvoir interagir avec ses clients. Plus surtout quand elles sont initialement interpellées de manière humoristique ou même en termes de retour d'expérience, les marques répondent et souvent sur le ton de l'humour à l'heure actuelle. Donc on voit qu'il y a vraiment, c'est vraiment un levier à l'heure actuelle, cet aspect-ci, et que ça démontre une certaine considération en tout cas qu'elles peuvent avoir pour leur public et leurs consommateurs. J'aimerais qu'on mette ça justement, donc cette partie e-réputation, en perspective avec la réputation dite un peu plus offline, qui est vraiment portée par les médias traditionnels. Est-ce que l'une domine l'autre à l'heure actuelle, ou est-ce qu'elles se complètent ou pas du tout? La frontière entre offline et online, elle a complètement disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, une expérience qui est vécue hors ligne, elle peut être instantanément captée, partagée et documentée, commentée en ligne. Reprise directement. Et qu'est-ce que ça implique justement pour une marque au quotidien? Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la réputation online, c'est un peu la mémoire publique de l'offline. On va parler d'avis client, une mauvaise expérience, un mauvais colis livré justement, et puis aucun service qualitatif, en tout cas derrière, qui en découle. En fait, on a tous vu ça sur les réseaux sociaux, un agent de sécurité un peu trop brusque à l'entrée d'un magasin ou peu importe, etc. Donc ça, en une ou deux vidéos et puis quelques commentaires, franchement ça prend de l'ampleur, c'est diffusé, donc c'est la mémoire, ça tu le dis, vive en tout cas de l'offline. Et tu le disais très bien, c'est-à-dire que quand il se passait quelque chose en offline, généralement c'était local et finalement quelque part ça finissait par s'éteindre assez rapidement, quoi. Les réseaux sociaux qui à l'époque étaient plus un simple relais de l'offline, aujourd'hui c'est vraiment devenu la partie visible de tout ce qui se passe en off. Il faut que les marques gardent en tête que l'offline, c'est ce qui fabrique la réalité et l'online, c'est un peu ce qui fabrique les preuves. Et on disait tout à l'heure que finalement, la réputation, c'était plutôt une accumulation de preuves. Donc c'est là où c'est important. Donc en fait, pour répondre à ta question, il n'y en a pas une, il y en a qui domine l'autre. Elles sont juste imbriquées l'une dans l'autre. Vu qu'on met en perspective, en tout cas, offline, online, d'un point de vue réputation, d'un point de vue médias digitaux, donc j'ai vu un baromètre, tu vas me dire ce que tu en penses, un baromètre d'Edelman de début 2025 également, début ou mi-2025, je ne vais pas dire de bêtises, qui confirme que la presse, justement, reste structurante, mais qu'elle n'est plus seule, en tout cas dans l'écosystème. 58% dans cette étude, 58% de confiance envers les médias traditionnels contre 42% pour les réseaux sociaux et 63% pour les moteurs de recherche. Donc ça reste assez conséquent. En fait, le chiffre, il est intéressant parce que ça dit exactement où on en est aujourd'hui, c'est à savoir que la presse reste aujourd'hui structurante parce qu'elle apporte une certaine légitimité. Maintenant, la confiance, elle n'est pas acquise d'office. La presse, par exemple, elle ne clôture plus un sujet. C'est-à-dire, quand elle traite un sujet, en fait, elle ouvre le débat. C'est-à-dire que la presse amène le sujet avec sa légitimité, mais en fait, elle ouvre le débat et ensuite, le débat continue justement sur les réseaux sociaux. Les gens interagissent entre eux. Et c'est là où c'est important pour la marque, c'est de s'assurer qu'entre ce que les médias disent, ce que la marque dit sur ses propres canaux et ce que les gens, finalement, après, disent entre eux au sujet de la marque, qu'il y ait une cohérence, justement, une bonne perception, ces trois piliers, en fait, quelque part. C'est vraiment cette parole, en tout cas, plus structurante, plus légitime avec la presse traditionnelle et qui glisse de plus en plus, donc avec les médias sociaux, d'un point de vue discussion, en tout cas, sur ces différentes plateformes, au travers des avis, au travers des médias sociaux, avec les influenceurs, avec le public au sens large. On en revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un média ou une marque parle et le public écoute. On est, encore une fois, et c'est le cas aussi de la presse parle, ok, mais le public réagit. Prochaine question. Donc, tu accompagnes depuis quelques années, là, depuis 2-3 ans, différentes structures, différentes organisations. En termes de communication 360, réputation de social media, etc. Alors, réputation en ligne, c'est vraiment un enjeu transversal. Pour les marques, quand tu travailles pour elles, qu'est-ce que, en termes de réputation, en termes de vigilance, quels sont tes signaux, les signaux faibles que tu surveilles attentivement pour une marque ? Il y a plusieurs types de signaux, et là, je vais vraiment parler par rapport à moi, mon quotidien. La réputation, elle ne se joue pas à un seul endroit. On l'a vu, elle se joue
à plein niveau, dans différents endroits, que ce soit la recherche algorithmique, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les commentaires, que ce soit les avis, que ce soit les forums, bref, elle se joue un peu partout. Mais il y a plusieurs types de signaux comme ça qui sont importants à garder en tête. La base de tout, et c'est le plus évident, c'est les signaux sémantiques. C'est-à-dire que quand tu captes que tu as des mots comme ça qui émergent, qui prennent de l'ampleur. Genre quoi, boycott, je sais pas. Oui, alors si on est dans le négatif, ça va être boycott, arnaque, je suis pas satisfait, des mots alerte rouge, quoi. C'est des mots alerte rouge, et quand vraiment ça commence à prendre de l'ampleur, tu sens que là on est sur un pic de contagion, quoi. Donc là il faut vraiment être vigilant. C'est un peu le plus simple, je dirais, à observer. Donc les signaux sémantiques. Ça, c'est des signaux sémantiques. Après, tu vas avoir ce qu'on appelle les signaux d'amplification. C'est assez subtil, mais ça va être des contenus qui finalement, au départ, vont faire très peu de vues. Et puis quand tu vas aller regarder dans les commentaires, en fait, tu vas avoir des centaines et des centaines de commentaires. Ça veut dire que là, le sujet, le contenu, il n'est pas juste consommé, et les publics se le sont appropriés. Là, on n'est plus sur je commente un simple contenu, on est carrément sur un débat entre les publics, et ça prend de l'ampleur, et on sait très bien qu'avec les algos, plus il y a de commentaires, plus il y a d'interactions, et plus le sujet remonte. Souvent, ça part d'une vidéo toute basique, et au final, quand tu regardes, tu vas voir que finalement, il y a une espèce de débat avec des réponses hyper argumentées, et ça, c'est des signaux faibles vraiment à garder en tête. D'accord. Donc, on peut le voir si on traîne un petit peu sur les plateformes, Instagram, TikTok, etc. C'est vrai que des fois, il y a des gros débats qui s'organisent, en tout cas. Donc ça, tu parles vraiment de cet aspect-là. Ouais. Signaux sémantiques, signaux d'amplification. Et le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est ce qu'on va appeler les signaux de déplacement. C'est là où c'est très stratégique et très subtil. Et c'est quand une marque va être commentée, mais ailleurs que sur ses propres canaux. Quand sur un groupe privé, sur un forum, sur une plateforme d'un créateur de contenu, la marque va être au centre de la discussion, mais sans pouvoir finalement quelque part... Elle n'a plus de vision dessus, c'est ça que tu veux dire. Elle peut dire. interagir, mais si tu veux, ce n'est plus en fait sur ses propres canaux à elle. Donc ça, c'est hyper stratégique et ça indique plein de choses. C'est que à partir du moment où finalement on met la marque de côté et on vient en discuter d'elle sans elle, je pense qu'il y a intérêt à regarder un peu ce qui se dit, quoi. Généralement, quand il y a eu un petit bad buzz ou une crise, ça arrive souvent que finalement la marque est un peu exclue et que le débat continue, quoi. Pour récapituler, signaux sémantiques, donc là les mots alerte rouge, signaux d'amplification, quand c'est beaucoup commenté, que ça crée du débat, etc. Et signaux de déplacement. Donc là, quand ça quitte un petit peu les canaux ou les plateformes officielles de la marque. Voilà, ça, c'était 3 familles. Alors, il y a une place ou pas pour l'IA? Parce que moi, je pense à l'IA. J'utilise beaucoup, justement, comme ChatGPT, Gemini, etc., pour scanner un petit peu ce qui se dit sur une marque ou un produit. C'est presque, on pourrait presque la rajouter comme une 4e famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'IA est hyper importante en termes de signaux. Ce qu'on appelle aujourd'hui un peu le GIO, donc c'est un peu le pendant du SEO, mais côté IA. Et en fait, pourquoi c'est important? Parce que les IA vont scanner tout ce qui est possible de scanner sur une marque, aller capter les forums, les avis, tout ce qui va se dire sur la marque, des rapports qui ont été publiés. Et en fait, c'est hyper important de surveiller ces signaux. Et c'est un test qui est très simple à faire et je le fais avec mes clients. C'est tu vas sur ChatGPT ou sur Gemini, où tu lui demandes, voilà, que peux-tu me dire de la marque Trucmuche? Et il va jusqu'à te dire, ben voilà, dans tel forum, il y a eu un avis négatif, de mauvaises expériences, etc. etc. Ce qui est d'autant plus important avec les IA et ce qu'il en ressort quand finalement tu demandes des infos sur une marque, c'est que les IA sont aussi utilisées par des décideurs, par les journalistes, par des médias, et que finalement, la réputation d'une marque, elle va rester, elle est ancrée beaucoup plus longtemps dans une IA qu'ailleurs, par exemple. Donc, c'est hyper stratégique aussi de travailler tout ça. Oui, c'est ce que j'ai pu voir. Ce qui ressort, c'est quand même des mentions de communiqués de presse. Ça va être beaucoup de presse traditionnelle aussi, mais beaucoup d'avis, tu l'as dit justement, de perception. On est plus sur de la perception. Et ça, c'est ce qui ressort souvent. Donc, ça, c'est vraiment... pour toi, une autre famille à intégrer quand même, IA, JIO, etc. C'est une autre famille à intégrer parce que d'un côté, il ne faut pas la négliger. Quand on cherche un peu, voilà, on fait son travail d'e-réputation sur sa propre marque, il ne faut pas hésiter justement à aller demander aux IA ce qu'elles ont scanné, ce qu'il en ressort pour justement améliorer un peu les points bloquants. Et à côté, en plus, il y a une vraie stratégie à adopter sur aujourd'hui comment je fais pour être bien référencé sur les IA et comment travailler ma réputation en étant bien référencé avec les bons éléments, le bon discours, etc. Est-ce que tu ne penses pas justement... Moi, c'est mon avis, qu'on est un petit peu dans un environnement un peu anxiogène, justement être scruté sous le feu des projecteurs, etc. Donc un peu anxiogène aussi bien pour les marques que pour les équipes com en interne. Et justement, qu'on bascule un peu par une com par la peur, des fois. C'est surtout quand on est en com interne et même les marques. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une vraie, je dirais pas une peur, mais il y a une vraie pression qui est permanente. On sait aujourd'hui que le moindre mot de travers ou mal compris,
où le moindre petit problème peut devenir viral. Aujourd'hui, n'importe qui a un téléphone dans sa poche, une mauvaise expérience, elle est diffusée directement et ça peut prendre de l'ampleur. Donc oui, il y a une pression. J'ai eu des clients qui me disaient OK, on veut développer notre image, notre notoriété, faire de l'acquisition de clients et tout. Par contre, on ne veut pas aller sur les réseaux sociaux. Alors là, ça devient compliqué. On sait, une mauvaise communication, un bad buzz, ça peut foutre en l'air une boîte. Je pense qu'une marque qui accepte d'être critiquée, mais qui sait justement travailler sa posture, elle pourra jamais verrouiller, on l'a dit, elle pourra jamais verrouiller toute sa com, ni la perception qui est faite d'elle. Par contre, elle peut verrouiller, cadrer sa posture. Si elle sait quoi répondre, quand, comment, je pense que la plupart des problèmes sont réglés, quoi. Bon, là, ça tombe bien, tu es beaucoup dans le conseil, je trouve. Si tu as un conseil à donner aux entreprises, qu'est-ce que ça serait ? Si j'avais un conseil à donner aux entreprises, foutez la paix à vos équipes com. Non, c'est trop violent. J'ai un conseil, ou c'est plus une requête, qui s'adresse un peu aux directions. Parce que je le vois encore aujourd'hui, faites confiance à vos équipes de communication, quoi. Si vous les avez bien recrutés, faites-leur confiance. Tu as des équipes com qui gèrent, et en plus, c'est d'autant plus le cas, par exemple, pour les social media managers, les community managers. En fait, quotidiennement, ils gèrent c'est un peu des fois le SAV, donc ils gèrent des clients mécontents, ils gèrent des mini bad buzz, ils connaissent les codes des réseaux sociaux, ils savent comment répondre, ils savent comment désamorcer. Oui, c'est leur métier, ils savent comment désamorcer. Alors, je dis pas qu'il faut pas travailler avec les directions, c'est pas ça, mais en fait, on le voit trop souvent où il y a une espèce de peur panique, et en fait, c'est la direction qui prend la main sur le sujet. Et pas les bonnes décisions. Et au final, tu sais qu'il y a des crises qui naissent pas parce qu'elles ont été mal gérées, mais c'est parce qu'en fait, elles ont été gérées par les mauvaises personnes. Ça, c'est vrai, c'est entièrement vrai, ça, on l'a tous vu, je pense. Ouais. Donc, alors, je mets pas tout le monde dans le même... mais vraiment, faites confiance à vos équipes com, travaillez avec elles, co-construisez un peu vos actions de réputation, mais arrêtez de paniquer et de vouloir prendre la main à chaque fois qu'il y a un problème, quoi. Dernière question, Mathieu, un support que tu pourrais recommander, justement, à ceux qui nous écoutent? Il y a plein de supports qui existent, tu as des livres, tu as des stats. Alors, chaque fin d'année, tous les communicants, on se prend toutes les tendances 2026, 2027 et compagnie. C'est hyper intéressant et c'est utile, hein, c'est parce que c'est vraiment des vraies études quali, quanti. Moi, le conseil que je donne, c'est si vraiment voilà, tu t'aimes ton métier, en fait, passer du temps sur les réseaux, regarder les commentaires, je le disais tout à l'heure, il faut regarder comment les gens réagissent, la façon dont ils répondent, qu'est-ce qui finalement va les satisfaire, finalement qu'est-ce qui va les rendre encore plus en colère. C'est de pas juste regarder les réseaux sociaux comme un canal de communication, marketing ou business, mais c'est vraiment, tu te balades dessus, tu prends ta casquette un peu de psy et de sociologue et tu essayes de comprendre un peu comment ça marche. Et au-delà de tous les livres, les podcasts que tu pourras trouver, qui sont hyper utiles, c'est vraiment cette posture, d'aller prendre le pouls, cette posture, et plus tu fais ça, et plus tu finis par comprendre un peu comment réagit ton public et t'adaptes en conséquence ta communication. C'était très intéressant, les réseaux sociaux, les avis, tout se mélange en tout cas, et tout ce qui change, tout ce qui a changé depuis quelques temps. N'hésitez pas, si vous voulez retrouver Mathieu, échanger avec lui, besoin de conseils ou d'accompagnement, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn en particulier. J'espère que cet épisode de Comment Talk vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser une note ou même un commentaire et surtout partagez-le. Donc à très vite pour le prochain épisode.